OK, donc on continue. Donc, dans le scénario précédent où j'ai expliqué comment un branch peut arriver naturellement là, avec deux mineurs qui trouvent le proof of work en même temps, ça c'est une situation qui peut arriver là, de façon naturelle. C'est tout simplement, c'est-à-dire que tout le monde peut respecter le protocole, faire ce que le protocole de Bitcoin dit, et on peut quand même avoir une situation où deux blocs sont minés en même temps. Okay? C'est juste quelque chose qui arrive, même s'il n'y a personne qui est malhonnête dans le système, s'il n'y a pas de panne byzantine, ça peut quand même arriver. Maintenant, ce que je veux expliquer, c'est une situation où un agresseur veut intentionnellement créer donc cette situation-là de conflit. Donc, qu'est-ce qui peut arriver si quelqu'un veut intentionnellement faire ça pour causer une panne byzantine? Okay? Donc, voici le scénario qu'on va parler, et ce scénario s'appelle attaque 51%. Donc, l'idée, évidemment, c'est pour l'objectif pour l'agresseur de faire une attaque comme ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle une dépense double. C'est être capable de dépenser son argent deux fois, donc effectivement doubler son argent. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le scénario, imaginez que j'ai mon agresseur qui veut qui dispose de 1 bitcoin. Donc, pour l'instant, c'est pas important de savoir comment est-ce que le bitcoin est représenté. Donc, juste comprendre de façon générale qu'il veut envoyer un bitcoin à un marchand numéro 1 et il veut tricher, il veut envoyer le même bitcoin à un marchand numéro 2. Okay, donc, lui a juste un bitcoin, mais il essaie de le dépenser deux fois pour acheter, par exemple, deux marchandises différentes ou deux services différents. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il va envoyer donc sa transaction A au marchand numéro 1. Donc la transaction A qui envoie un bitcoin au marchand numéro 1. Donc il va envoyer cette transaction A dans le réseau Bitcoin. Donc il va identifier un mineur, puis il va lui envoyer cette transaction-là pour que ça rentre dans le même pool. Puis à ce moment-là, éventuellement, s'il a mis assez de frais de transaction, on va parler de ça tout à l'heure, un mineur va décider d'inclure la transaction A dans son blockchain et ça va rentrer dans le système. Okay? Donc ça va rentrer dans un bloc N, il va y avoir une transaction A là-dedans. Et là, donc à ce moment-là, on a une confirmation. Donc le marchand 1, comme j'ai dit, peut décider son niveau de confort, peut dire combien de confirmations il veut attendre. Donc dans ce cas-ci, imaginons que le marchand 1 dit moi je vais attendre 4 confirmations. Okay? Donc le transaction A rentre dans le système, on attend 10 minutes, on attend 10 minutes, on attend 10 minutes, et là, pour l'instant, dans la situation normale, ces blocs-là s'insèrent un après l'autre à chaque 10 minutes et la transaction A ne se fait jamais réécrire. Ce bloc-là n'avait pas de conflit, donc tout est beau, tout n'a pas de problème. Donc là, le marchand A dit ok, ben, j'ai attendu mes 4 confirmations, ça me satisfait. Les probabilités que la transaction A reste dans le système est très haute. Donc, je considère comme si je possède ce 1 bitcoin-là. Je vais donc traiter la commande de l'agresseur. Là. Donc, je vais lui envoyer le service ou le produit ou whatever que le gars voulait, l'agresseur voulait. Donc, ça, c'est la vraie chaîne. Donc, dès que le marchand 1 reconnaît que cette transaction-là a été finalisée selon sa perspective, l'agresseur doit maintenant immédiatement commencer son attaque. Donc, comment il va commencer son attaque? Il va copier le contenu du bloc N, mais il va le changer. Donc, il va faire N'. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer la transaction A du système et il va la remplacer par une transaction B. Et la transaction B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un bitcoin à un autre marchand 2. Okay? Donc, il va retirer le A puis le remplacer par B. Le reste, tout est pareil. Mais évidemment, juste en faisant ce simple changement-là, ça affecte le hash, tout le crypto-puzzle du bloc N'. Donc, l'agresseur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit miner ce bloc-là. Okay? Évidemment, il n'y aura pas d'aide. Il n'y a personne d'autre qui va miner ce bloc N' avec lui parce que tout le monde est en train de miner là, N plus 4 ici. Là. Parce que, comme j'expliquais, les mineurs travaillent avec la sélection de la chaîne la plus longue. Donc, si moi je décide de miner un bloc plus vieux comme N', puis il n'y a personne d'autre qui va m'aider là, à miner ça. Là. Okay? C'est moi qui mine tout seul pendant que les autres minent N plus 4.
Donc à ce moment-là, moi, je dois trouver ma solution là. Puis après ça, une fois que je trouve ça, ben là, je suis encore en retard. C'est-à-dire que même si je trouve ce bloc-là, les gens sont encore rendus à N+3 ou N+4. OK? Donc, il faut que moi, je recopie ce bloc-là. J'ai pas besoin de modifier quelque chose dans ce bloc-là nécessairement, mais il faut que je le recopie. Puis juste le recopier, ben, ça change le crypto puzzle parce que la référence ici, c'est au lieu d'être au bloc N, il faut que ça soit changé pour que ce soit la référence au bloc N'. Donc, le hash ici, le nonce du bloc N+1 ici est plus valide. Il faut que moi, je trouve un nouveau nonce pour N+1 parce que j'ai changé le contenu du bloc N+1 pour référencer au bloc N'. Donc, encore une fois, moi, je travaille tout ça là-dessus. Les gens sont sur N+4. Donc, je travaille sur ça. Après ça, je travaille sur N+2, N+3, N'+4, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation où c'est une course, essentiellement. Le reste du monde travaille à faire progresser la vraie chaîne. N+4, N+5, N+6, N+7. Et moi, en tant qu'attaquant, agresseur, j'essaie de progresser ma chaîne privée où c'est N', N'+1, N'+2, blablabla. Donc, l'idée, c'est que moi, je suis en retard. Okay? Parce que moi, quand je commence à faire mon attaque, je mine ici pendant que le reste du monde est en train de miner ici. Donc, je suis comme 1, 2, 3, 4, 5 blocs en retard. Donc, je dois rattraper 5 blocs de retard pour éventuellement, si je trouve mes blocs assez rapidement, okay, puis je mine ça rapidement, il faudrait qu'éventuellement je sois capable de surpasser la chaîne existante. Et la chaîne existante continue à progresser. Donc bon, le temps que moi je dépense en train de faire ça, là, le reste du monde continue à faire N+4, N+5, N+6. Donc j'ai pas un temps infini. Okay? Je dois me grouiller pour faire ça, puis je dois miner plus rapidement que le reste du monde. Donc quelle est la seule situation où un attaquant, un agresseur peut miner à un rythme plus rapide que le reste du monde? Parce que si j'ai un rythme plus rapide que le reste du monde, ben éventuellement, je vais dépasser, je vais pouvoir gagner la course. On imagine que la distance est infinie. Okay? Il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais éventuellement, je vais pouvoir surpasser si j'ai un petit edge, là, si j'ai un avantage en termes de rapidité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin d'un avantage en termes de puissance de calcul. OK? Donc, ça, c'est juste des explications là, de ce que je viens de dire. Donc, pour avoir un avantage en termes de puissance de calcul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance de calcul que moi, je consacre à cette chaîne d'attaque doit être majoritaire. J'ai 51% de la puissance de calcul dans le système. Donc, si moi, je possède la majorité de la puissance de calcul et je la consacre complètement sur la chaîne d'attaque, éventuellement, je vais pouvoir dépasser la vraie chaîne. Donc, c'est ça l'idée d'une attaque à 51%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sécurité? Ça veut dire que le Bitcoin suppose que aucun agent malicieux peut posséder 51% de la puissance de calcul du monde complet pour pouvoir donc effectuer une attaque comme ça et compromettre le système. Donc, il y aura toujours suffisamment de joueurs honnêtes qui minent selon le protocole sur la vraie chaîne. Une majorité de hash power est consacrée à cette vraie chaîne pour que toutes sortes de chaînes d'attaque ne vont jamais être capables de rattraper la vraie chaîne. Okay? Bon, ça, c'est vraiment de façon statistique. C'est sûr que quelqu'un pourrait être super chanceux puis trouver là, ces blocs-là quand même, je veux dire, même avec un hash minoritaire, mais évidemment, les chances à ce moment-là sont très affaiblies. Okay? Donc, ce genre de choses-là, on pourrait évidemment calculer quelle serait la chance de gagner une attaque à 51% avec une puissance minoritaire. Mais de façon statistique, ce qui est plus facile comme de règle d'ordre général, c'est de dire il faut, si on veut être garanti de gagner, d'éventuellement finir notre attaque, il faut avoir la majorité du blockchain. Donc, en termes d'horloge magique, donc là, on revient à ce fameux concept d'horloge magique. J'avais expliqué que dans le problème des généraux byzantins, les lieutenants, les machines dans le problème de généraux byzantins disposent d'une horloge magique, et avec cette horloge magique-là, ils peuvent mesurer le 10 minutes, timer
la création des blocs magiques, puis dire, OK, tu as exactement 10 minutes pour créer ton bloc, et donc si tu dépasses ce temps-là, je sais que tu fais de la fraude. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme situation d'horloge magique? Essentiellement, ce qu'on dit, c'est que la création continue de ces blocs-là, okay, à travers donc, la puissance de calcul qui est consacrée à la vraie chaîne, ça génère continuellement des nouveaux blocs ici. Et à chaque fois qu'on génère un nouveau bloc, c'est comme si on ajoute là, une charge de travail pour l'attaquant. Pour l'agresseur, doit donc faire plus de travail. Donc en quelque sorte, c'est comme dire que ça, c'est comme une horloge qui continue à compter du temps. Et donc, ça limite là, le temps que l'agresseur a pour faire sa propre chaîne. Okay? Et s'il n'est pas assez rapide dans sa génération de blocs ici, ben, il ne va jamais être capable là, de finir le travail qu'il est censé de faire dans le montant de temps qui lui est accordé par l'horloge magique de la vraie chaîne. Donc le fait que la vraie chaîne continue à compter des nouveaux blocs, à générer des nouveaux blocs, c'est ça qui limite l'efficacité d'une attaque comme ça. Okay? Et le moment où la vraie chaîne arrête de générer des blocs, ben là, à ce moment-là, l'horloge magique cesse de fonctionner. Et là, c'est comme si on offrait un temps infini pour l'agresseur de créer sa propre chaîne. Okay? Donc, c'est ça l'analogie, c'est que l'horloge magique compte le temps à travers la création de nouveaux blocs dans la chaîne honnête. Okay? Et donc, l'efficacité de cette horloge magique dépend donc de la puissance du réseau. Plus de puissance est consacrée à la chaîne honnête, plus ça fonctionne. Si on tombe dans une situation où la majorité de la puissance de calcul, 51% de la puissance de calcul est consacrée à l'agresseur ici, à ce moment-là, l'horloge magique n'est plus assez efficace pour détecter ce genre d'attaque. Parce que dès que cette chaîne devient plus longue que la vraie chaîne, dès qu'on envoie cette chaîne longue au reste du réseau, ben, selon la police de sélection de la chaîne la plus longue, c'est ça la chaîne la plus longue, donc il faut l'accepter et ça va donc détruire tous ces blocs-là qui ont été réécrits. Là. Okay? Donc dans les exercices, on va explorer un peu plus cette attaque-là. OK, donc là, le prochain topic, le prochain sujet à aborder aujourd'hui, c'est la motivation derrière le réseau. D'accord? Parce que selon ce qu'on vient d'expliquer, là, que le réseau Bitcoin, le consensus de Nakamoto, est secure seulement si la puissance de hachage est consacrée, donc, est consacrée à la chaîne honnête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en quelque sorte, que il faut prévenir un agresseur l'opportunité d'obtenir assez de matériel pour obtenir la majorité de la puissance de calcul dans le système. Donc, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut un système qui est à grande échelle. Il faut vraiment que ce soit assez gros, qu'il y ait assez de puissance de calcul dans le système pour que c'est impossible à un agresseur ou c'est très, très dispendieux pour un agresseur d'acheter assez de matériel pour obtenir ce 51%-là. Donc, une autre façon de penser à ça, c'est de dire qu'il faut que la puissance de hachage soit le plus décentralisée possible. Plus c'est uniforme, okay? Donc c'est-à-dire que plus il y a de gens différents qui ont chacun donc une partie de la puissance de hachage, moins il y a de probabilité qu'il y a une personne parmi tous ces gens-là qui possède la majorité de la puissance de hachage du système. Donc la décentralisation de Bitcoin, c'est ça qui fait la force de la sécurité du système. Donc, plus Bitcoin est décentralisé, plus il devient secure parce que les chances de 51% diminuent. Et à ce moment-là, évidemment, la valeur du Bitcoin va augmenter parce que le système devient super fiable et utilisable. OK? Donc c'est ça. Et donc, ça prend vraiment un bon mécanisme d'incitatif pour encourager les gens à participer dans le système. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Et évidemment, avoir un système comme ça à grande échelle, c'est très harmonieux avec le consensus de Nakamoto qui permet, donc, comme j'ai expliqué ici, là,
le consensus de Nakamoto là, permet de réaliser un consensus byzantin à grande échelle, okay, qui est meilleur que le 3F+1 qu'on a parlé tout à l'heure. Et en plus de ça, plus on a de machines dans le système, plus on a des copies complètes du blockchain, okay, donc une réplication complète, donc moins il y a des chances qu'on perde l'information à tout jamais. Okay. Il y a plus de copies là, qui circulent dans le monde. Présentement, on a 10 000 copies là, du blockchain dans le monde, même plus que ça. Donc, tout ça s'harmonise ensemble. Okay? Il faut le consensus Nakamoto à grande échelle et il faut une décentralisation du puissance de calcul pour que le système soit capable de combattre le 51%. Donc, quel est le mécanisme d'incitatif utilisé dans Bitcoin? Donc, le mécanisme qu'on a, c'est un mécanisme à deux volets. Le premier volet, c'est la récompense par bloc. Donc, les mineurs, okay, pourquoi est-ce qu'ils veulent participer au système de Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre autant d'efforts à miner des blocs, puis tout ça, puis inclure des transactions dans les blocs? Donc, c'est pour récolter ces récompenses-là. D'accord? Donc, la première récompense qu'ils vont récolter, c'est la récompense du bloc. Donc, le bloc lui-même, okay, juste être capable de résoudre un crypto puzzle pour le bloc le plus récent et trouver le nonce, ça donne en soi une récompense. Okay? Donc, initialement, c'était 50 bitcoins par bloc. Là. Vous pouvez imaginer 50 bitcoins, c'est 50 000 US dollars. Okay? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est rendu à 12,5 et très bientôt, dans quelques semaines, il y a un événement majeur qui va se passer dans Bitcoin qu'on appelle le halving. Okay? C'est-à-dire que cette récompense initiale de 50 bitcoins se divise en deux à chaque 4 ans. Okay? Donc vous voyez ici, ça commençait à 50. Okay? Donc là, en 2012, ça a tombé à 25. Et là, 12,5. Et là, maintenant, on est rendu quelque part ici. Ça va tomber à 6. On était à 12,5. Donc là, ça va tomber à 6,75. OK? Donc, pourquoi est-ce que... Bon, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut que cette récompense se divise en deux? Bon, ça, c'est pas une question technique. Okay? C'est pas une limitation du système, le fait que la récompense se divise en deux. C'est plus une question là, d'économie et d'avoir une circulation de considérer le Bitcoin comme une ressource limitée, une ressource fixe. Okay? Donc, une fois que tout l'argent est miné, il n'y en aura plus, il n'y aura plus de nouvelles monnaies. Donc ça, c'est plus un aspect économique là, qu'on pourrait discuter, mais c'est pas technique. Et en 2140, cette récompense par bloc va devenir 0. Okay? Donc à ce moment-là, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation. Et une chose qu'on va même observer, c'est que ce 21 millions va descendre. Okay? Va continuer à descendre. Puis on va expliquer pourquoi des fois on peut perdre des bitcoins. OK, donc ça, c'est la récompense par bloc. Mais là, le problème, c'est que cette récompense n'est pas suffisante. OK, donc, vous pouvez essayer de penser pourquoi elle n'est pas suffisante, poser la vidéo puis essayer de répondre à cette question-là. Donc, pourquoi est-ce qu'une récompense pour le bloc lui-même n'est pas suffisante? Parce que ça encouragerait les mineurs à miner des blocs vides. Okay? Donc, si c'était le seul mécanisme de récompense, là, imaginez qu'on est dans un réseau public là, qui est anonyme, puis donc on fait confiance à personne, mais si moi j'étais un mineur, puis la seule récompense que j'obtiens, c'est pour miner le bloc lui-même, puis pas pour chaque transaction, ben pourquoi est-ce que je ferais l'effort additionnel d'ajouter des transactions dans mon bloc? Je ferais juste miner un bloc vide, puis obtenir le 6.75 ou le 12.5, puis je serais satisfait. Donc, clairement, ça ne fonctionnerait pas, parce que le but de Bitcoin, c'est pas de miner ces coins-là. Miner les coins, c'est un produit du minage, mais le but principal des mineurs, c'est pas de miner les coins, c'est de valider les transactions, puis de les inclure dans le blockchain,
puis c'est ça, d'insérer des nouvelles données. Sinon, le protocole de consensus n'a aucun sens si on fait juste jamais décider des nouvelles valeurs, puis juste miner des blocs vides, for the sake of miner des blocs. OK? Donc ça fait pas de sens. Donc clairement, il faut un incitatif pour encourager les mineurs à saturer, à complètement remplir les blocs de transactions et de les remplir avec des transactions valides. Donc, pour la valider des transactions, ça c'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine, mais pour l'aspect de remplir les blocs à plein, comment ça fonctionne, c'est que dans chaque transaction, il faut inclure un frais de transaction. Donc, pour moi, c'est comme un tip, là, c'est comme un pourboire que le client laisse au mineur pour dire, tu sais, tu as fait une bonne job, là, merci d'avoir inclus ma transaction, donc je te donne tant d'argent, je réserve de côté tant d'argent pour toi. Okay? Et l'idée, c'est que le montant que je laisse en frais de transaction en frais dans ma transaction est libre. Encore une fois, on donne la liberté aux clients de déterminer combien de pourboires ils veulent laisser aux mineurs. Okay? Et c'est encore une fois, c'est selon notre seuil de confiance ou c'est selon ce qu'on désire. C'est-à-dire que si je mets plus de tips, ben, je vais avoir un meilleur service. Hein? C'est comme dans les restos, je vais avoir un meilleur service. Puis comment ça se traduit à avoir un meilleur service dans le blockchain? Ça va augmenter les chances que le mineur va vraiment inclure ma transaction dans un blockchain, dans un bloc qu'il va essayer de miner, qui va choisir la transaction dans un bloc. Parce que vous pouvez imaginer, c'est présentement, il y a tellement de transactions qui sont envoyées dans Bitcoin que il y a plus de transactions dans les mêmes pools, okay, dans des transactions non confirmées, que de capacité dans les blocs. Parce que on va voir que les blocs sont limités à une capacité de 1 mégabit. Okay? Dans le design original, on va voir aussi dans le semestre que cette limite a augmenté. Là. Mais au début, c'était 1 mégabyte okay, de limite. Donc, une chose qu'on peut discuter, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ce 1 mégabyte de taille. Ou, c'est quoi l'avantage d'avoir 1 mégabyte au lieu de 2 ou 3 ou 10, etc. Donc là, à ce moment-là, 1 mégabyte, c'est 2000 transactions par bloc. Donc à chaque 10 minutes, il y a 2000 transactions qui sont insérées dans Bitcoin, okay, dans le protocole de base. Donc, les clients, essentiellement, se compétitionnent ensemble pour être capable d'avoir sa transaction dans ces 2000-là. Donc, comment on compétitionne? C'est en ajoutant un meilleur type, un meilleur pourboire, un meilleur frais de transaction pour que le mineur soit motivé à ajouter notre transaction. Donc, évidemment, par exemple, on peut même mettre un frais là, de 0. Okay? Je veux dire, non, ma transaction est gratuite, moi je ne laisse pas de pourboire. Mais là, mon service va être très mauvais. C'est-à-dire que ça prendrait un mineur qui est qu'on appelle altruiste, là, généreux, qui accepte d'inclure ma transaction gratuite au lieu d'une transaction qui lui aurait donné de l'argent. Donc, c'est comme si le mineur paye pour inclure ta transaction. Donc, potentiellement, tu vas attendre que ta transaction va rester dans le même pool très, très longtemps. Là. Peut-être que même ça va jamais rentrer dans la blockchain parce que personne va être encouragé d'ajouter cette transaction dans un bloc. Okay? Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est renvoyer une nouvelle transaction avec un meilleur frais de transaction pour que ça s'inclue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que si un client est en rush, okay, veut absolument que la transaction soit inclue dans le prochain bloc, c'est-à-dire dans le prochain 10 minutes, ben, il peut mettre un frais super élevé là, pour assurer que ça rentre dans le blockchain immédiatement. Si à la place, il n'est pas super pressé, il peut dire je vais mettre un frais plus bas, puis attendre, potentiellement je vais devoir attendre quelques blocs ou une journée ou une semaine avant que la transaction rentre dans le système. OK, donc ça c'est les deux mécanismes qu'on a pour récompenser les mineurs. Donc, c'est-à-dire que le mineur qui gagne le proof of work, qui trouve la solution, va pouvoir récolter la récompense de bloc, qui est le 12.5 présentement, et les frais de transaction de toutes les transactions que lui qui a inclus dans son bloc. Donc, les 2000 transactions qu'il a inclus dans son bloc. Donc, comment est-ce que le mineur exprime ces frais-là? Comment il récolte ces frais-là? Ce qu'il va faire, c'est écrire. Dans le protocole de Bitcoin, c'est indiqué que le mineur gagnant a le droit
de créer une transaction spéciale qui s'appelle le Coinbase Transaction comme étant la première transaction du bloc. Okay? Donc, c'est la transaction numéro 1 du bloc, c'est le Coinbase. Et dans le Coinbase, il y a le montant exact calculé, c'est-à-dire selon la formule, donc le 12,5 plus les frais de transaction. Donc, imaginons que le total est de 13,50 par exemple. Donc, le mineur a le droit de créer une transaction Coinbase qui envoie 13,5 bitcoins à son propre compte. Okay? Donc là, on voit pourquoi est-ce que tous les crypto-puzzles sont uniques dans Bitcoin, malgré le fait que c'est possible que deux mineurs décident de choisir exactement les mêmes transactions dans le même ordre dans leur propre bloc candidat. C'est-à-dire que au minimum, la Coinbase va être unique, va être différente dans les deux mineurs. Si les deux mineurs ont le même Coinbase, ça veut dire qu'ils travaillent pour le même compte. Okay? Donc, c'est pas des mineurs différents dans ce cas-là. C'est des mineurs qui travaillent pour la même personne. Okay? Donc, juste le fait d'avoir des Coinbase uniques, ça change complètement les crypto-puzzles puis ça les rend uniques. Donc, un autre aspect important, c'est seulement quand tu gagnes que tu es capable de récolter la récompense. Donc, tu envoies ton bloc gagnant avec le Coinbase. Il faut évidemment que ton Coinbase soit valide. Là. Donc, tous les autres mineurs vont calculer que le montant dans le Coinbase correspond exactement aux 12,5 plus les frais de transaction de toutes les transactions incluses. Et à ce moment-là, tu es considéré comme étant avoir l'argent. Mais, évidemment, si on pensait au protocole de consensus Nakamoto, sélection de la chaîne la plus longue, il y a encore une possibilité que mon bloc disparaît. Et si donc mon bloc disparaît parce que il y avait un conflit à ce moment-là, donc je suis le mineur rouge avec le bloc 3 perdant, ben mon Coinbase à ce moment-là disparaît aussi puis je perds mon argent. Okay? Donc malheureusement, c'est pas toujours suffisant de gagner le crypto puzzle. Il faut en plus que ça, mon bloc reste survie dans le blockchain. Okay? Sinon, je perds l'argent que j'ai pensé que j'ai gagné. Ok, donc pour terminer ici, j'ai quelques observations sur Bitcoin. Et bon, ça, on va passer vraiment rapidement là-dessus. C'est plus les choses qu'on va discuter durant notre séance de Zoom. Donc, et c'est aussi un sommaire. Donc, première chose qu'on a dit, plus Bitcoin est décentralisé, plus donc le hashing et la puissance de hachage est partagée et balancée, moins il y a de chances que quelqu'un a 51% de puissance du calcul, donc ne peut pas exécuter l'attaque de double dépense. Donc, l'autre aspect qu'on a dit, c'est que la difficulté du hash power, la difficulté du crypto puzzle dépend donc de la puissance de hachage dans le système. Donc, ça veut dire que indirectement, ça contrôle le montant d'énergie nécessaire. OK? Donc, l'autre chose que je veux aussi expliquer, c'est que, admettons que quelqu'un veut faire une attaque à 51%, okay, et choisit un bloc dans le passé. Donc, selon la taille du bloc qu'il veut modifier, qu'il veut réaliser son attaque, il doit modifier un nombre de blocs suivants. Okay? Donc, dans les exercices qu'on peut faire, c'est calculer quel est le montant d'énergie nécessaire pour l'attaquant pour pouvoir modifier ce bloc-là. Parce qu'il doit modifier ce bloc-là, tous les blocs suivants. Et donc, l'effort de miner tous ces blocs-là, ça dépend de la difficulté de chacun de ces blocs-là. Donc, si on calcule le tout, on peut estimer le montant d'énergie que l'agresseur a besoin pour pouvoir réaliser son attaque. Donc là, on voit quelle est l'importance de l'utilisation énergétique de Bitcoin. C'est-à-dire que plus l'attaque est coûteuse en termes d'énergie, plus c'est comme ça dissuade, ça décourage les gens à même essayer d'attaquer. Parce que s'ils voient que pour réaliser mon attaque, il faut que je dépense au moins tant d'électricité, puis ça va me coûter tant de milliards de dollars, je ne vais même pas commencer à le faire peut-être. Okay? Je vais peut-être dire c'est trop d'argent, ça me décourage pour le faire. Donc c'est là qu'on voit que l'importance de dépenser beaucoup d'énergie pour Bitcoin. Ça permet donc de décourager les gens. C'est un peu comme
les armées dans le monde. Et pourquoi est-ce que les pays veulent donc maintenir des armées, acheter des armes, des armes puissantes, puis faire des démonstrations de force, puis des choses comme ça? C'est pour décourager la guerre. Okay? C'est pas nécessairement qu'on veut rentrer en guerre, tout ça, puis qu'on veut attaquer les autres, mais c'est pour montrer qu'on n'est pas faible, puis que si vous essayez de nous attaquer, ben, on va être capable de se défendre. Mais c'est un peu la même chose dans le Bitcoin. Donc le fait qu'on dépense toute cette énergie-là, c'est une façon de décourager les gens d'attaquer le système, dire ça va être super difficile pour vous de venir l'attaquer. Donc c'est sûr que il y a des arguments contre ça. On peut dire, bon, mais pourquoi est-ce qu'on a même besoin de se protéger? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de considérer la guerre? On devrait tous être en paix, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plus des problèmes philosophiques qu'il faudrait discuter. J'ai pas d'opinion, je veux pas présenter d'opinion pour et contre l'aspect philosophique. La seule chose que je veux présenter en termes de technique, c'est pour ça qu'on dépense de l'énergie. Okay? C'est pour augmenter la sécurité du système. C'est l'analogie en vraie vie. C'est comme investir de l'argent dans l'armée puis acheter des armes. Acheter des armes là, puissantes là, qui vont décourager les autres à nous attaquer. C'est la même chose ici. Bon, l'autre aspect, pourquoi est-ce qu'on utilise l'électricité comme la ressource? Essentiellement, ce qu'on peut dire, c'est que Bitcoin convertit l'électricité en sécurité. Donc, pourquoi est-ce que le protocole, on a choisi dans le protocole de faire ça, de convertir l'électricité en sécurité? OK, donc, comme je l'ai expliqué, il faut que Bitcoin soit décentralisé. Donc une exigence, c'est que la ressource qu'on utilise pour sécuriser Bitcoin doit être universelle, doit être accessible par tous. Parce que si c'est une ressource qui est super précieuse, super rare, ben là, comment est-ce qu'on va décentraliser Bitcoin? Parce qu'il n'y aura pas assez de gens qui vont être capables d'acquérir cette ressource-là. Mais l'énergie, selon les gens qui ont conçu Bitcoin ou les gens qui utilisent Bitcoin, c'est une ressource qui est assez universelle, que tout le monde est capable d'accéder pour que ça peut servir comme ressource décentralisée. Mais d'un autre point, il faut que ce soit une ressource qui a un vrai coût tangible, un coût concret. Parce que si c'est quelque chose qui est trop facile à obtenir, comme, je sais pas, l'oxygène, quelque chose comme ça, ben là, à ce moment-là, ça va être super difficile là, de décourager les gens à attaquer le système. Donc, c'est pour ça que l'électricité, c'est un candidat idéal pour Bitcoin. Ça offre la décentralisation, c'est une énergie universelle, mais c'est pas une énergie qui est gratuite ou facile à obtenir. Il y a un vrai coût à ça. Là. Il faut investir là-dedans. Puis en plus de ça, c'est pas juste l'énergie qu'il faut investir, mais c'est aussi dans le matériel de calcul de hash qu'il faut investir. On va parler de ça, qu'on va parler de minage dans les semaines à venir. Donc, il y a un coût à cette ressource qui est quand même universel. Donc, ça donne les deux. Okay? Mais évidemment, il y a des alternatives à ça. Okay? C'est pas la seule chose qui existe. Il y a des alternatives comme le proof of stake, donc on va parler de ça aussi. Et il y a aussi des algorithmes de consensus qui sont pas basés sur la preuve. Donc à ce moment-là, ne consomment pas de ressources comme ça. Mais là, il y a d'autres désavantages en termes de fonctionnalité, des choses comme ça. Donc on va parler de ça plus tard dans le cours, là, mais des systèmes qui sont privés et qui ne vont pas utiliser de minage. Donc, une discussion pour avoir, c'est quel est l'avantage, quel est le désavantage d'utiliser l'énergie comme étant la ressource de base là, pour Bitcoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous êtes contre ça? Donc, c'est quelque chose qu'on va parler là, dans notre prochaine séance Zoom. Et finalement, le dernier aspect qu'il faudrait noter, c'est l'aspect de minage à base de hashage. Donc oui, on utilise l'électricité comme la ressource qu'on veut convertir en sécurité, donc en consensus. Et la façon que Bitcoin convertit cette électricité en consensus, c'est en exécutant le hash, les calculs de hash. Mais il pourrait y avoir d'autres méthodes là, de conversion là, d'électricité. Là. C'est pas nécessaire. On pourrait faire autre chose que juste faire des hashes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashes n'ont pas d'utilité intrinsèque. C'est calculer que la solution à tel crypto-puzzle, ça sert à quoi dans la société? Il n'y a pas de... Il n'y a personne en maths qui va dire « Ah oui, j'avais exactement besoin de ce hash-là, puis de savoir c'était quoi la solution. » Non, c'est vraiment pas quelque chose d'utile.
Donc, il y a des alternatives pour ça. Par exemple, Curecoin, c'est un système de minage comme Bitcoin, mais au lieu de faire des calculs de hash, ce qu'on fait, c'est repliement de protéines. Donc, on fait un exercice là, chimique, biologique. Okay? Donc, on fait ce qu'on voit ici là, en haut. Là. Donc, les machines ne font pas des calculs de hash, font des repliements de protéines, puis essaient de trouver là, des solutions là, pour certaines protéines. Et quand on trouve la solution gagnante, on envoie le bloc gagnant. Bon, Primecoin, c'est un autre exemple ici, où on calcule des nombres premiers larges. Okay? Donc, le système va avoir une certaine difficulté, où on va dire il faut que trouver un nombre premier qui est plus haut que telle valeur. Et là, le premier qui trouve le nombre premier, il dit, OK, voici le chiffre que j'ai trouvé. Les autres peuvent vérifier que c'est vraiment un nombre premier et le bloc est gagnant. Bon, OK, peut-être que ça aussi, ça n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. Là. C'est quand même un peu plus élevé que le hachage aléatoire. Il y a des mathématiciens qui sont intéressés à trouver des nombres premiers extrêmement larges. Donc, peut-être que c'est déjà un peu plus utile là, que le hachage normal. Donc, c'est ça. Donc là, ça, c'est une autre discussion qu'on peut avoir. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre le hachage? Parce que vous pouvez, par exemple, être d'accord pour l'utilisation d'énergie, mais être contre le hachage. Donc, les deux choix peuvent être indépendants. Là. Donc, vous pouvez dire, oui, on peut utiliser l'énergie, mais à la place, c'est mieux de faire du repliement de protéines, par exemple. OK? Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre le hachage lui-même? OK, donc ça, c'est le sommaire. Je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais essentiellement, ça résume ce qu'on a expliqué durant cette semaine. Donc, les trois différents aspects du consensus de Nakamoto. Okay? Donc, l'aspect important probablement ici, c'est le fait que Bitcoin n'offre aucune finalité dans son consensus. C'est un algorithme imparfait. Comme j'ai dit, il n'existe pas d'algorithme parfait parce qu'il n'y a pas d'outil parfait, il n'y a pas de bloc magique parfait, il n'y a pas d'horloge magique parfaite. Mais donc, la conséquence, c'est que Bitcoin n'a pas de finalité. Okay? Il ne peut pas garantir à 100% qu'une transaction va rester à perpétuité dans le système. Et finalement, les mécanismes de crypto-économie qui permettent là, de motiver les gens à participer dans le système, à miner le blockchain et récolter les récompenses de blocs. Ça, c'est une slide bonus que je vous donne. Donc, si vous êtes intéressé à plus explorer, comparer Paxos et Nakamoto, donc si vous connaissez bien Paxos, vous voulez comparer avec Nakamoto, là, je vous donne un peu plus de détails là, sur comment les différentes tâches à réaliser dans une algorithme de consensus, donc se comparent entre les différentes algorithmes. OK, donc c'est tout pour cette semaine.